Bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir ce matin pour parler d'intelligence artificielle appliquée à la croissance de l'entreprise. Donc c'est un programme, une belle promesse qui est assez ambitieuse parce qu'on est dans un format qui est assez court. L'ambition de cette heure qu'on va passer ensemble, c'est de vous donner à la fois une vision de l'impact que peut avoir l'IA sur l'entreprise et sur l'économie, mais aussi de vous donner des applications très concrètes de l'IA appliquées au monde de l'entreprise et à vos équipes. Donc on va essayer vraiment de vous donner un aperçu de ce que l'IA générative permet de faire aujourd'hui dans le domaine du marketing, de la vente et du service client. On va démarrer cette présentation par la présentation de la Maison de l'IA. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier pour votre accueil au sein de la Maison de l'IA, qui est un haut lieu de l'intelligence artificielle à Sofia. Et pour ça, je vais vous laisser la parole pour présenter la Maison de l'IA. Merci, merci. Donc on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes nombreux. Alors je n'ai pas suivi, c'est Jennifer Lavigne, qui est notre médiatrice en charge des entreprises, qui a co-organisé avec Ami4 l'événement. On est très heureux. Pourquoi? Parce que la Maison d'intelligence artificielle, c'est un lieu qui est dédié à l'ensemble de la population des Alpes-Maritimes. Donc vous êtes tout à fait légitime à être ici aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est d'acculturer l'ensemble de la population des Alpes-Maritimes à ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est une initiative qui vient du département des Alpes-Maritimes. Donc c'est une idée de Charles Ginesi, qui a voulu que l'intelligence artificielle ne connaisse pas les mêmes difficultés que le numérique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fracture de l'intelligence artificielle, que l'on puisse à la fois moderniser notre économie, que l'on puisse avoir nos futurs talents grâce au scolaire, et que l'on puisse moderniser nos services publics et que pas un senior se trouve démuni face à un chatbot. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser l'ensemble des habitants des Alpes-Maritimes à ce qu'est l'intelligence artificielle et de le faire en lien avec l'écosystème. Donc toutes les entreprises d'IA du bassin sont les bienvenues quand elles veulent organiser quelque chose à la Maison de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Donc vous avez pu, vous irez voir, nous avons un bel espace, nous avons quasiment 700 mètres carrés, qui est composé à la fois de ce petit amphi, on va acheter les coussins pour les autres années, du showroom, qui nous permet d'expliquer grâce à des démonstrateurs à visée pédagogique ce qu'est l'intelligence artificielle. Et ces démonstrateurs souvent sont issus d'entreprises du bassin. Je crois qu'aujourd'hui, il y a Luxcarta, qui a par exemple un démonstrateur au sein de la Maison de l'intelligence artificielle. Mais il y a d'autres entreprises comme SAP, comme Inetum, comme AI Abstract, et évidemment des Américains, parce que bon, il ne faut pas rêver, l'IA, ce n'est pas que français et ce n'est pas que local. On a beaucoup d'activités hors les murs. Alors peut-être que vos enfants sont venus ici si vous n'êtes jamais venus. C'est la première fois que vous passez la porte, peut-être que vos enfants sont déjà venus, parce que nous avons beaucoup de scolaires qui viennent ici. Et on va aussi à la rencontre de l'ensemble des établissements, y compris dans les vallées des Alpes-Maritimes. Et donc, on peut, c'est pas encore au point, mais enfin, c'est pas encore, on n'a pas encore la version de l'expo entreprise, mais on pourrait aussi mettre dans vos entreprises, dans le futur, une expo IA pour acculturer vos propres collaborateurs. Donc, un programme scolaire ambitieux. 70% des collèges des Alpes-Maritimes, il y en a 95, tout dans le genre, ont connu une action de la MIA depuis sa création. La MIA n'a que 3 ans. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. On vise 100% des collèges et 75% des collégiens. On veut vraiment que tous les collégiens aient cette opportunité. Alors, pourquoi le collège? Parce que c'est juste avant de choisir les mathématiques. Et les mathématiques, malheureusement, encore aujourd'hui, c'est ce qui est nécessaire pour faire de l'intelligence artificielle. Et donc, on veut que vos gamins, ils choisissent plutôt ce ticket d'or qui leur permettra d'avoir des super jobs, de pouvoir changer le monde et d'être bien rémunérés. Pour être honnête, pour l'instant, ça reste très correct. On a aussi un programme grand public. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller aux Nuits du Sud cette année. Et aux Nuits du Sud Avance, on a fait une démonstration de génération de musique. Et donc, les gens pouvaient composer un morceau, partir avec leur MP3 et leur petite partition. Et ça a été très sympa. Et peut-être que vous avez des parents qui sont inscrits à l'université Interage. Et bien, vos parents ont suivi également une journée d'acculturation à l'intelligence artificielle. Il y a 150 seniors niçois qui ont connu une journée d'acculturation. Et si vos parents sont canois, c'est bientôt. Donc, il va y avoir 150 canois qui vont
de seniors, et on a toutes les maisons des seniors qui passent aussi, et particulièrement l'été parce que c'est climatisé. Mais je dis ça de manière humoristique, mais les seniors sont très très preneurs, et nous c'est très intéressant parce que on n'a pas loupé le fait que la durée de travail, la longueur de travail a rallongé, et qui s'occupe des gosses à l'heure actuelle, c'est les grands-parents. Et si un gamin dit à son papy ou à sa mamie, moi plus tard je vais être éleveur de robots, eh bien on préfère qu'ils lui disent pas, va faire un vrai métier mon petit, et qu'on lui dise, ouais t'as raison, fais des maths. Et voilà, c'est un peu notre visée. Et un samedi par mois, vous pouvez venir en famille. Jennifer a un super escape game, je peux y passer. Elle a un super escape game où il faut échapper une intelligence artificielle. Vous avez des démonstrateurs dans le showroom qui expliquent l'IA aux grands, aux petits, etc. Et on a beaucoup de gens qui viennent, mais beaucoup de gens de la tech. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas de la tech, de venir, parce qu'on s'adresse plutôt à ce type de public. On a aussi donc, ce programme professionnel qui nous permet d'accueillir les entreprises. On a accueilli aussi des groupements d'entreprises, on a accueilli les experts comptables, les DRH, les commerciaux de France, etc. On va avoir les avocats honoraires, mais on peut aussi venir collectivement avec son entreprise, hein, ça se programme. On a aussi une fois par mois l'IA Lunch, c'est sur l'heure de la pause déjeuner, je ne sais pas si vous travaillez près d'ici, mais vous pouvez venir discuter sur de l'IA. Et le prochain, c'est le 19 décembre. Et ChatGPT, est-ce que c'est la mort du droit d'auteur? C'est le sujet. On cherche des sujets polémiques. Il n'y a pas besoin d'être sachant. Hein, c'est vraiment pouvoir discuter et échanger sur ces questions. Et enfin, on promeut un écosystème. Alors, sachez que dans la promotion de cet écosystème, donc il y a le fait qu'on accueille des démonstrateurs à visée pédagogique. Il y a le fait qu'on cartographie l'ensemble des entreprises qui font de l'IA sur le bassin, mais également l'ensemble des académiques et l'ensemble des institutions qui sont supports. Hein. On a 2 grands salons qui sont essentiels pour comprendre l'IA. Donc le Sophia Summit qui vient de se terminer, qui est la rencontre des laboratoires privés et des laboratoires publics de recherche en intelligence artificielle. C'est 3 journées sur le NEC plus ultra, de ce qui se fait dans l'IA, de la recherche, etc. Et on a un salon plus grand public, hein, c'est quand même un salon B2B, qui se passe en février. Là, je vous conseille vraiment d'y aller. Hein. Donc, il y a 2 journées B2B, il y a une journée grand public, où là, il y a le monde entier qui vient à Cannes. Hein, c'est le World of IA Cannes Festival. Et c'est un salon qui s'impose au fur et à mesure en Europe. Hein, c'est sa 3e édition cette année. L'année dernière, déjà, un ministre est venu. Cette année, on devrait y avoir un renforcement de la visibilité et de l'adressage depuis l'État. Donc, c'est vraiment un salon important. Et il y a beaucoup de nationalités, vous pouvez rencontrer des Canadiens, vous pouvez rencontrer des Italiens, des Espagnols, des écosystèmes un peu partout d'IA. C'est pas encore le CES Vegas, hein, mais voilà, c'est l'idée. Et tout ça s'agrège autour de quelque chose qui est essentiel et qui fait qu'on a une telle force dans notre écosystème, c'est le 3IA Côte d'Azur. Le 3IA Côte d'Azur, on l'a obtenu en 2018. C'est un dispositif qui avait été pensé par Cédric Villani pour développer l'intelligence artificielle sur tous les territoires de la France. Donc en 2018, la Côte d'Azur a candidaté et obtenu un 3IA Côte d'Azur. Au jour d'aujourd'hui, il y a 46 chaires en intelligence artificielle au sein de l'Université Côte d'Azur grâce à ça. Et ils sont en train de monter EFELIA, l'école française de l'intelligence artificielle. Et il y aura beaucoup dans le futur, il y aura beaucoup de ressources en ligne. On fait aussi à la MIA des data challenge. Donc tout ça, c'est ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est pour expliquer, c'est pour acculturer à ce qu'est l'intelligence artificielle. Et nous, on a à cœur d'expliquer que c'est pas magique, on a à cœur d'expliquer que c'est un objet technologique, l'intelligence artificielle, et qui est basé sur des travaux de recherche. Donc on montre à la fois comment on arrive à un résultat, mais aussi on montre quels sont les métiers qu'il y a derrière. Hein. Donc on essaie d'être aussi complet qu'on peut. On essaye aussi d'expliquer de manière le plus complète possible ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc on a de multiples astuces, on peut partir de l'objet juridique. Hein. Moi par exemple j'étais prof de droit dans le passé, donc là avec l'AI Act, vous savez ce nouveau texte qui va s'appliquer à l'intelligence artificielle, ce règlement européen, on commence à avoir une définition de ce qu'est l'intelligence artificielle. Or c'est le droit qui va nous établir les limites de ce qu'est l'intelligence artificielle. On peut l'expliquer aussi à travers les technologies, et aujourd'hui si vous parlez d'IA générative, ça fait partie des technologies d'IA. On peut aussi l'expliquer par les domaines d'IA, hein. Il y a 3 grands domaines, symboliques, connexionnistes, comportementalistes, avec
l'IA qui fonctionne à l'heure actuelle, hein, c'est l'IA qui est basée essentiellement sur le deep learning, c'est l'IA connexionniste. Hein, donc on est là pour expliquer ça, on peut y passer 10 minutes comme on peut y passer des heures. Et là vraiment c'est l'idée de la maison d'intelligence artificielle. On montre ce qu'est une machine qui apprend. On explique ce que c'est un input, un output. Alors là, j'ai pris l'exemple de la météo, hein, comment on rentre des données de météo et comment on sort un résultat de météo. Donc vraiment, on va rentrer dans des détails importants sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Et surtout, on va aussi montrer les limites. Alors les limites, c'est un truc tout simple. Hein. C'est quand on va vous dire il va pleuvoir à 80%. Qu'est-ce que vous comprenez ? Il faut éventuellement prendre un parapluie. Il vaut mieux le prendre. Avec 80% de risque plus. Ok. Il y a des gens qui comprennent qu'il va pleuvoir 80% de la journée. Il y a des gens qui comprennent qu'il va pleuvoir plus qu'à 20%. Donc, et quand on leur dit c'est à 50% et qu'ils pourraient jeter une pièce de monnaie en l'air, ils n'arrivent pas à faire le parallèle. Pourquoi? Si on est dans le domaine de la probabilité. L'IA connexionniste, les IA qu'on utilise à l'heure actuelle, hein, qu'elles soient analytiques ou génératives, sont des IA connexionnistes, c'est des IA qui apprennent d'une masse de données et qui vont donner par probabilité un résultat. Et la probabilité, tous on en a fait quand on n'a pas fait d'études scientifiques derrière, jusqu'au bac maximum. Quand on est allé jusqu'au bac. Donc c'est pour vous dire le niveau de connaissance générale en matière de probabilité, d'où la difficulté d'interprétation. Savoir comment fonctionnent les IA ne suffit pas, les comprendre est une couche supplémentaire qui est nécessaire. Et celle-là aussi, on essaye de la couvrir. C'est pareil hein, pour les IA génératives. Hein. Les IA génératives, vous arrivez à lui faire dire à une IA générative que les vaches pondent des œufs. Vous y arrivez. Donc on voit bien que quand les jeunes, quand même des adultes, hein, j'ai même vu des doctorants essayer de faire une bibliographie en demandant à ChatGPT de la faire, où on a même vu des avocats, notamment du barreau de New York, demander à ChatGPT de rédiger la jurisprudence. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait ChatGPT? Elle a inventé un récit, parce que l'IA générative, c'est quelque chose qui invente. Donc, la difficulté, hein, et c'est pour ça que la maison de l'intelligence artificielle fait son sens, c'est que comprendre les IA, c'est pas naturel, l'humain ne raisonne pas comme l'intelligence artificielle. Nous avons plus d'intuition, elle a plus de logique, mais surtout elle est plus probabiliste et elle est surtout corrélative là où nous sommes déductifs. Hein, le cause à effet, c'est quelque chose d'important chez nous. Ce n'est pas le cas chez les IA. On sait souvent pas collaborer. Je suis sûre que certains d'entre vous ont essayé du compte et se sont dit mais c'est quoi ce truc, ça donne rien. Je comprends pas. Pourtant, moi mon gosse il me fait des images magnifiques. Donc on ne sait pas collaborer avec et on comprend mal les risques. Et voilà tout le sens de la maison de l'intelligence artificielle. Je vous ai adressé un portrait complet mais court. Donc si vous avez l'occasion, revenez, parce qu'on a des explications bien plus longues, mais je laisse la parole à nos invités d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Donc merci encore pour votre accueil au sein de la maison de l'IA. J'aimerais démarrer cette conférence par une petite anecdote. Hein. Il y a un an, quasiment jour pour jour, à un moment où je connaissais strictement rien au LLM, à GPT, au prompt, je lisais une interview de Sam Altman, le CEO de OpenAI, qui proclamait que ChatGPT allait changer le monde, révolutionner la société en profondeur. Je trouvais ça honnêtement très prétentieux et je m'attendais à ce que ce soit encore un nouveau gadget de la Silicon Valley qui allait durer 6 mois. Ça fait un an tout ça, donc ça fait vraiment très peu de temps que ChatGPT est arrivé sur le marché. Et ChatGPT n'est pas la seule plateforme aujourd'hui qui permet de faire de l'IA générative, mais on va regarder un petit peu quelle a été l'adoption massive de ChatGPT depuis un an. Donc force est de constater que je me suis un petit peu trompé. Hein. ChatGPT a, lors de son lancement, obtenu 1 million d'utilisateurs en 5 jours. C'est ce que Netflix a réussi à faire en 3 ans et demi.
et a obtenu aujourd'hui, je crois que c'est même plus que ça, 100 millions d'utilisateurs en l'espace de 2 mois. C'est-à-dire, pour vous donner une comparaison, c'est le nombre d'utilisateurs que des plateformes, des petites plateformes comme Uber ou Twitter ont généré en 5 ans. Donc c'est absolument phénoménal, c'est un raz-de-marée que personne n'a vu venir, je pense, mais qui est là. Alors j'aimerais vous poser une petite question pour ceux qui utilisent aujourd'hui déjà des outils d'IA. Combien parmi vous estiment déjà gagner du temps au quotidien ou régulièrement grâce à l'IA? Levez la main. Bah, écoutez, je crois qu'on a une majorité ici de personnes qui ont levé la main et qui font partie des 63% de cadres qui estiment gagner en productivité grâce à l'IA. C'est une étude OpinionWay. Alors qu'est-ce que ça veut dire gagner du temps? Si on regarde un petit peu les chiffres qu'il y a derrière cette étude, les personnes interrogées estiment gagner entre 5 et 6 heures par semaine grâce à des outils d'IA. 5 à 6 heures par semaine, on se rapproche d'une journée gagnée sur la semaine, c'est 20% de son temps, c'est énorme. Et ce n'est que le début, puisqu'il y a encore énormément de progrès à faire dans l'adoption, dans la formation et dans l'usage de ces technologies. Si on se projette un petit peu plus loin, finalement, on réalise que d'ici 2028, c'est une étude Gartner qui l'affirme en tout cas, 50% des employés auront un assistant robotique, alors qu'il soit logiciel ou physique. C'est déjà une réalité aujourd'hui. Pour ceux qui utilisent ChatGPT, on peut estimer que c'est votre assistant personnel, votre stagiaire, qui aujourd'hui vous permet de réaliser des tâches que vous aurez confiées à une petite main il n'y a pas si longtemps. Donc aujourd'hui, on peut dire que ce phénomène est en train de prendre de court tous ceux qui avaient estimé que l'IA générative allait être un feu de paille. Alors on n'est pas totalement naïf sur le sujet, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais il y a effectivement des risques et des incertitudes qui relèvent de l'arrivée massive de l'IA. Qui dit progression, qui dit augmentation massive de la productivité, dit augmentation massive du chômage, donc suppression d'emplois, perte d'expertise, remplacement de certains métiers, automatisation de tâches. On estime qu'il y a environ 7% des métiers qui vont être potentiellement remplacés par l'IA générative et 63% qui pourraient être complétés par l'IA générative. Donc c'est plutôt cette partie-là qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est un parti pris aujourd'hui, celui de vous donner une vision aussi un petit peu positive de l'impact que va avoir l'IA générative sur vos métiers. Donc globalement, on parle de 300 millions d'emplois qui seraient impactés par l'IA. Et ce chiffre est probablement en dessous de la réalité. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est balayer quelques exemples concrets d'application de l'IA à des métiers du marketing, du commerce et de la relation client. Et on va le faire à travers le prisme de différents éditeurs de logiciels, solutions qui ont réussi à intégrer l'IA dans leur mode de fonctionnement. Et donc aujourd'hui, ce sera peut-être quelques raccourcis qui seront pris parce qu'on ne pouvait pas avoir une vision panoramique de tous les impacts. Mais en tout cas, on a décidé de se concentrer sur ces sujets. Alors pour vous présenter tout ça, je suis accompagné de Ludwig, qui est CTO et associé chez MI4, Gillian Gandon-Chénard de HubSpot, qui est marketing manager chez HubSpot, et Maxime Diane-Cohen, qui est responsable des partenariats chez Aircall. Donc, messieurs, vous interviendrez tout à l'heure pour nous expliquer comment l'IA est en train de modifier la vision des éditeurs de logiciels et comment aujourd'hui l'IA est digérée par des plateformes comme HubSpot. On va démarrer par les impacts de l'IA générative sur le marketing. Donc c'est un domaine sur lequel on est particulièrement sensible parce qu'on est une agence marketing. Alors je ne me suis pas présenté non plus. Je suis Stéphane Diomura, je suis CEO de MI4. On est une agence spécialisée dans le marketing B2B, marketing digital B2B et dans l'intégration CRM. Donc c'est des sujets qu'on connaît particulièrement. On arrive dans une nouvelle ère qui est le monde de l'augmented business, pour faire un mauvais jeu de mots. Et
on arrive dans une ère où générer des contenus n'a jamais été aussi simple. Alors vous avez peut-être déjà joué avec des outils de génération tels que ChatGPT, mais ils fonctionnent tous un petit peu de la même manière, hein. C'est donc un modèle d'entraînement qui permet de créer des bases de données monumentales qui permettent de générer soit du contenu texte, soit du code, soit de l'image, de la 3D, de la vidéo, de l'audio. En fait, il y a tous les domaines de la création de contenu qui sont impactés par l'IA générative aujourd'hui. Le premier domaine qui est impacté, c'est celui de la rédaction de contenu. Donc, pour le coup, on assiste à une invasion d'outils tels que ChatGPT, Jasper, Writesonic, qui sont des outils qui permettent de générer du contenu texte que vous produisiez peut-être jusqu'à présent vous-même, manuellement, donc des newsletters, des articles, des posts de réseaux sociaux, mais aussi de la traduction et des emailing. 85% des professionnels du marketing qui les utilisent estiment que l'IA améliore la qualité du contenu qu'elle produit. Donc aujourd'hui, ce sont plutôt des outils qui améliorent la qualité du contenu plutôt que remplacer les rédacteurs. En tout cas, nous, c'est notre parti aujourd'hui. Et peut-être que les choses progresseront à l'avenir. C'est que l'IA est utilisée pour augmenter les pouvoirs des rédacteurs et leur permettre de produire du contenu de meilleure qualité. Plus rapidement, plus fréquemment. Dans le domaine de la création d'images, on assiste à ce même raz-de-marée d'outils comme DALL-E ou Midjourney, Canva, pour ceux qui connaissent, qui intègrent l'IA dans leur fonctionnement. Le principe est toujours le même, hein, c'est que vous avez une interface qui est conversationnelle. Donc vous tapez dans la barre de prompt l'image que vous souhaitez générer et le logiciel génère cette image. Si elle ne vous plaît pas, vous demandez les modifications avec vos mots, votre langage, et une variation supplémentaire à créer. Alors ça peut paraître un petit peu abstrait, hein, puisque là on est dans des exemples un petit peu loufoques, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'un designer ou un illustrateur 3D créé en 4 jours, il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui, avec Midjourney par exemple, ça prend 2 heures. Hein, c'est vraiment des résultats qui sont assez proches, voire même supérieurs parfois à la qualité de certaines productions 3D, ou 2D d'ailleurs, produites par des illustrateurs. Et surtout, vous avez un nombre de variations qui est infini. Donc voilà, 4 jours versus 2 heures. Vous voyez un peu l'impact que ça a sur le temps de création, c'est phénoménal. À notre niveau, on a mis cet exemple parce que c'est intéressant. C'est quelque chose que Sarah, ici présente, a produite dans l'équipe. Donc c'est une image d'illustration d'une newsletter. Jusqu'à présent, on aurait fait un brief pour un illustrateur, un graphiste. Il aurait mis quelques jours pour le produire. Sarah a mis 10 minutes pour produire cette image. C'est pour un client qui est dans le domaine c'est un industriel qui fait du carton et de la PLV. Donc d'où les cartons, le Père Noël et le décor un petit peu féerique. Voilà, donc 2 jours versus 10 minutes de production. On parle vraiment de ces gains de temps qui permettent aujourd'hui de sauver une journée dans la semaine. Autre exemple intéressant, alors là c'est une campagne d'affichage que la marque de maillot de bain Undies a réalisé cette année. Vous voyez que ce shooting photo sous-marin, qui est quand même assez réaliste, finalement, a été généré par une intelligence artificielle, mais n'a jamais été shooté. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de modèle sous l'eau, on n'a jamais embauché de plongeur, on n'a jamais mis en place de caméras sous-marines. Et tout ça donne un résultat qui est quand même assez proche de ce qu'un photographe professionnel aurait pu réaliser dans des conditions qui auraient été beaucoup plus onéreuses et beaucoup plus longues. Alors, je ne vous cache pas que ça a déclenché une levée de boucliers de pas mal de photographes et de modèles qui ont estimé que le résultat était pas à la hauteur ou que c'était quelque chose qui était contraire à l'éthique des annonceurs. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que de plus en plus d'annonceurs commencent à utiliser l'IA. Vous avez un autre exemple ici, qui est la station de ski Val Thorens, qui a fait une campagne d'affichage digital et physique en utilisant de l'IA. Donc vous avez une photo en arrière-plan de la station, et ce qui a été produit au premier plan, ça a été fait par une IA générative. Si vous voulez jouer, vous plissez les yeux, et vous allez voir quelque chose apparaître. Alors moi, je suis un peu prêt pour le voir.
Mais si vous plissez les yeux, vous allez voir le mot Val Thorens apparaître. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne voyez plus que ça. Hein. Donc même chose, on aurait pu... Enfin, je pense qu'un graphiste peut faire... Non, ça ne marche pas. N'importe quel graphiste aurait pu générer cette image, mais avec un travail important d'aller-retour, de brief. Là, c'est quelque chose qui a dû prendre quelques heures pour être créé. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent Canva. Levez la main ceux qui utilisent déjà Canva. Ça fait déjà beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais Canva a intégré beaucoup de fonctionnalités d'IA générative dans son fonctionnement. Alors là, il y a une petite vidéo de présentation qui présente quelques usages de l'IA au sein de Canva. Donc là, vous avez par exemple de la génération d'images, hein, qui utilise, je crois, DALL-E pour faire cette image. L'extension de background, par exemple, vous avez une image qui va être centrée, et vous pouvez demander à Canva d'étendre à l'infini le background. Vous allez pouvoir gommer tout ou partie d'un personnage dans une photographie. Vous allez pouvoir détourer automatiquement des sujets, chose qui prenait quand même un certain temps à faire à une époque dans Photoshop, et faire des choses qui peuvent être de la création également de typos en quelques secondes. Donc Canva a vraiment pris ce virage de l'IA générative. Et aujourd'hui, vous avez donc toute une génération d'utilisateurs qui ne sont pas graphistes, qui ne sont pas vidéastes, qui ne sont pas illustrateurs, et qui commencent à sortir des illustrations, des publicités qui arrivent dans le marché, mais qui n'ont jamais été touchées par un graphiste. Dans le domaine de la génération d'audio et de vidéo, même phénomène, hein, une invasion massive d'outils. On en a listé quelques-uns ici, qui permettent de générer des bandes son, hein, des bandes audio, générer des voix de synthèse, donc c'est le cas de Synthesia, modifier les voix, faire de la traduction en temps réel, faire de la transcription en temps réel. Voilà, des choses qui finalement servent autant dans le domaine de l'audio, du podcast par exemple, que de la vidéo. On a un petit exemple ici qui est assez intéressant, peut-être que certains l'ont vu. On va voir en fait une démonstration de la technologie de Agen. Agen, c'est un éditeur de logiciel qui permet de traduire, alors c'est pas du temps réel, il y a un petit peu de processing, mais vous partez d'une vidéo en anglais par exemple ou dans votre langue native et vous demandez à l'IA de la traduire dans n'importe quelle langue et l'IA va reproduire le mouvement des lèvres et faire la traduction en utilisant votre timbre de voix. Donc j'aurais bien aimé vous faire une démonstration avec moi, mais là on a récupéré une démo qui est intéressante. Keep going here. So I don't have anything else to say in particular, but hopefully this works well and make some really cool translating clips. Oh, there we go. D'accord, donc apparemment c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. Donc je peux simplement le déposer et théoriquement cela devrait simplement le rendre dans la nouvelle langue et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres. Alors vous imaginez un petit peu toutes les applications possibles qu'il y a derrière ce type de technologie, pour les podcasteurs, pour les youtubeurs, pour les plus évidents, mais pour toutes les sociétés qui produisent des vidéos commerciales, des vidéos de formation. Aujourd'hui, simplement en processant ces vidéos, elles vont être traduites dans 180 langues en quelques clics. Donc c'est vraiment pour le coup une petite révolution. Il y a d'autres solutions, d'autres éditeurs qui se sont lancés sur ces technologies. Ici, on va voir un autre exemple. Alors, on s'écarte un petit peu du domaine du marketing. C'est un petit court-métrage qui a été réalisé par c'est pas réalisé par un studio de production, c'est réalisé par des personnes qui ont généré des images avec une IA générative comme DALL-E et qui l'ont intégré dans un outil qui est, j'ai oublié le nom de l'outil, mais ceci dit, on vous le retrouvera, qui permet de générer des séquences vidéo à partir d'une image fixe. Vous allez voir qu'en fait, cette succession de petites séquences, pardon, ça va démarrer, donne un résultat. Alors, on a une bande son, mais c'est pas grave. Pour le coup, c'est juste pour voir le résultat. On n'est pas encore dans la perfection, c'est-à-dire qu'on voit encore des artefacts, des mains à 6 doigts, des nez qui se rallongent. Mais on est au tout début de ce type de technologie, et c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut produire soi-même des vidéos qui se rapprochent de ce résultat, tout simplement en décrivant des scènes à partir d'images générées par une IA générative. Donc là, on est plus dans la production
courts-métrages, mais on peut imaginer des petits films publicitaires, par exemple, produits avec ces technologies-là. Voilà, pour ceux qui veulent faire une petite photo, on a ici fait une synthèse des différents outils que j'ai rapidement évoqués pour certains. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est Runway. Voilà, c'est l'outil qui permet de faire de la génération de vidéos en quelques clics. Et voilà, on n'a pas testé l'ensemble de ces outils. Ceci dit, on a commencé à utiliser certains d'entre eux. Et si on devait faire de manière une slide qui les récapitule tous, il y en aurait plusieurs centaines. Pour revenir à ChatGPT, je ne sais pas si vous êtes familier avec les plugins ChatGPT, mais il y en a un qu'il faudra que vous regardiez de près, c'est Code Interpreter, qui a, je crois, changé de nom récemment. Code Interpreter, c'est une extension de ChatGPT qui permet, à partir d'un fichier que vous allez simplement uploader sur ChatGPT, ça peut être du format PDF, de l'Excel, du CSV, donc des formats structurés ou non structurés. Vous allez pouvoir demander à ChatGPT d'en faire une interprétation ou une visualisation. Donc ça permet d'analyser, d'expliquer des fichiers de données que vous-même, vous n'avez pas envie de décrypter. Donc vous avez à portée de main un data scientist qui va faire ce travail pour vous. Il y a un petit exemple derrière qui défile assez rapidement, mais on voit ici qu'un fichier Excel est chargé dans le ChatGPT avec des données de type vente immobilière et date de construction, et qui permet de visualiser, en fait, en fonction des dates de construction, quelle a été la valeur des biens. C'est un travail qui aurait pris plusieurs semaines à un data scientist pour essayer de décrypter cette data, en tirer les tendances. Code Interpreter permet de faire beaucoup d'autres choses, par exemple, analyser une image et donner, par exemple, une interprétation de cette image. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est en train de révolutionner la compréhension des objets par les intelligences artificielles. Pour terminer sur ChatGPT, l'arrivée aussi de MyGPT, qui est finalement une sorte de marketplace que ChatGPT est en train de mettre en place. Donc, l'idée de MyGPT, c'est que vous pouvez, pour ceux qui ont une version payante, ça demande un ChatGPT Plus qui coûte $20, mais que je vous engage quand même à prendre si vous vous intéressez à ces technologies. Il y a une liste d'attente, c'est vrai qu'ils ont fermé les portes en attendant de faire monter en possibilité. $20 par mois, mais ça les vaut. MyGPT, c'est la possibilité de créer des GPT personnalisés et compartimentés avec vos données. C'est-à-dire que il y a un petit processus de création. Là, nous, on s'est amusé à le faire, par exemple, avec HubSpot. On a créé un petit GPT qui nous permet de comprendre comment mieux utiliser HubSpot en lui passant des liens de documentation, en lui uploadant des fichiers d'aide. Et du coup, on n'a pas besoin à chaque fois qu'on va s'adresser à lui de lui donner un contexte. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça permet de dédier un GPT à un usage très spécifique. On pourrait aussi imaginer créer un GPT pour un client donné avec tout le contexte. En tant qu'agence, c'est intéressant de pouvoir lui donner des informations de concurrence, de marché, de produits et d'éviter de le refaire à chaque fois. Donc, tous ces outils qu'on vient de voir dans les domaines marketing sont des outils qui permettent de gagner du temps, parfois gagner en compétences. Il n'en reste pas moins que l'idée et la stratégie restent la vôtre. C'est important quand même qu'on remette l'humain en perspective dans tout ça et qu'on comprenne que finalement, vous êtes l'opérateur de ces générations basées sur l'IA. Je vous engage quand même à vous intéresser à tout ce qui est technologie de prompt, le prompt engineering, comme on dit, parce que finalement, c'est un métier qui va révolutionner aujourd'hui toute l'entreprise, c'est de savoir bien prompter, bien briefer ces outils. On va passer à la deuxième section qui s'intéresse à l'impact de l'IA sur la vente, et je vais passer la parole à Ludwig, qui dort dans son coin. Ouais, je m'a réveillé un petit peu. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc du coup, comme Stéphane vient de le montrer, l'IA peut donc de bien des manières aider vos équipes marketing à générer rapidement et en masse du contenu de qualité, qu'il soit du contenu audio, vidéo,
Mais une fois donc ces prospects attirés par vos dispositifs marketing, eh bien, il faut bien les convertir et c'est là qu'interviennent les équipes commerciales. Et on va voir comment l'IA révolutionne d'ores et déjà ce milieu. Donc si on dézoome un petit peu sur le profil d'un commercial et sur ses fonctions, on va retrouver différentes tâches et parmi lesquelles la prospection. La qualification des prospects une fois qu'on les a attirés, la création également de documents contractuels, ça c'est quand ils deviennent clients, on est en général très content, et puis le reporting pour montrer qu'on a bien bossé à la fin de l'année. Et en fait toutes ces tâches finalement on se rend compte qu'elles peuvent être soit automatisées, soit complétées par l'IA. Et selon un rapport qui est publié par HubSpot cette année, en utilisant les outils d'IA, on estime que les commerciaux pourraient gagner plus de 2h30 par jour. Alors, si vous demandez à un commercial ce qu'il y a de plus important dans son métier, il y a de fortes chances qu'ils vous disent « c'est d'atteindre mes objectifs à la fin de l'année ». Mais si on met ça à part, c'est l'humain. Qu'est-ce qui fait le propre d'un commercial? C'est les interactions humaines. Et donc, quoi de mieux que 2h30 de plus par jour pour pouvoir profiter de ces interactions humaines. Et donc, c'est là qu'on commence à apercevoir un peu ce paradoxe. Donc, Stéphane disait remettre un peu l'humain au centre de l'équation. C'est exactement à ça que sert l'IA. Alors, ça paraît dingue de dire on va mettre un robot au milieu de votre travail et donc dans votre journée, il va faire le boulot à votre place. Mais au final, quand on prend le contexte d'une équipe commerciale, ça permet de remettre l'humain au centre des interactions et permettre à une personne de passer plus de temps à échanger et donc plus de temps à vendre. Et ça augmente également la productivité. Alors on va se concentrer sur quelques petits exemples, alors qui sont un peu moins flashy bien évidemment que la génération de contenu, mais pour ceux qui font du commerce, vous en comprendrez l'utilité assez facilement. La prospection, bien qu'aidée par le marketing, ça reste l'apanage des commerciaux. Et comme on peut le voir à l'écran ici, donc là c'est une démo de Wallaxy, il y a d'autres outils comme Seamless.ai qui proposent des fonctionnalités similaires. Wallaxy a une promesse assez intéressante, c'est qu'à partir d'une liste de prospects que vous avez déjà, prospects ou clients, Wallaxy vous propose via l'IA d'aller parser le web et d'aller vous trouver des prospects qui sont pertinents pour votre business. Alors, comment ils trouvent des prospects pertinents? Aujourd'hui, on est dans les balbutiements, ça va se baser sur le poste, ça va se baser sur la localisation d'un poste, mais à terme, et c'est la promesse de Wallaxy, se baser sur les années d'expérience, le background académique, ou encore les interactions même et l'historique sur les réseaux sociaux. Et je ne parle pas que de LinkedIn, je parle de définir en fait un profil qui pourra servir à l'alimentation de vos listes de prospects. Une fois ces contacts sourcés, il faut entrer en contact et interagir avec eux. Et c'est là qu'interviennent des outils comme Human Linker et Outreach. L'IA de ces outils peut analyser les emails échangés avec vos prospects et bien d'autres données accessibles, comme notamment l'historique d'interactions sur les réseaux sociaux et notamment le nombre de posts que vous avez likés sur LinkedIn, le type de posts, les commentaires que vous avez également rajoutés sur ces posts LinkedIn. Et vous proposez le meilleur moment pour contacter vos prospects, de vous proposer des icebreakers personnalisés. Donc je ne vous parle pas juste de renseigner bonjour Patrick, mais je vous propose de renseigner automatiquement des interactions qui ont eu lieu sur LinkedIn ou dans la vraie vie que l'IA aurait trouvé et qui aurait inséré dans les messages de prospection. On peut le voir ici, Stéphane a fait un petit test avec Human Linker. Bonjour Stéphane, j'ai vu votre post sur l'événement de l'IA à Sofia Antipolis, très intéressant, chez MI4. Nous sommes aussi passionnés par l'IA. Bon, en l'occurrence, c'est MI4 qui prospecte MI4, donc c'est moins intéressant, mais vous voyez un petit peu le pouvoir de ce genre d'outil. Ce qui prendrait des jours à un commercial aujourd'hui, c'est-à-dire aller profiler des contacts sur LinkedIn, aller regarder l'historique, d'aller regarder les commentaires qui ont été réalisés et de définir en fait quels critères permettent de qualifier un prospect comme pertinent. Et bien en fait, aujourd'hui, ces outils permettent de l'automatiser, ce qui permet de gagner un temps incroyable. Ces outils permettent également de proposer une analyse de personnalité. Alors vous pouvez le voir en bas à gauche, ici on a un personality disc qui est proposé notamment par Human Linker qui permet, une fois que votre commercial il a sourcé ses contacts et que les séquences de prospection ont permis de déclencher en fait un premier échange, de savoir exactement comment interagir avec ce prospect, comment parler en fait avec cette personne. Et c'est tout l'intérêt de ces outils, c'est plutôt que de découvrir, alors ça n'empêche pas que l'interaction humaine reste au centre de l'équation, mais plutôt que de découvrir en fait, et d'apprendre à pratiquer les personnes, pratiquer les prospects, en fait, l'IA vient mâcher un petit peu le travail et permettre de fluidifier les échanges et donc du coup d'améliorer la qualité des échanges avec vos prospects.
Donc l'IA, en fait, elle permet ce que beaucoup d'entre vous peut-être rêvent, c'est de proposer un service client, une expérience client personnalisée, personnelle, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui permettrait de répondre aux sollicitations de vos prospects à n'importe quelle heure de la journée. Et c'est notamment le cas d'Uperia, qui permet, via l'ingestion et le traitement de vos données e-commerce, donc un catalogue produit par exemple de votre site, de mettre à disposition des visiteurs du site un chatbot qui va leur poser des questions et les aiguiller vers le produit qui les intéresse ou qui les... Peut-être même c'est un produit qu'ils ne savaient pas qu'ils cherchaient à la base, mais les questions du chatbot vont les aiguiller vers ce produit-là. Je vais vous montrer la petite vidéo ici. Donc on ne voit pas hyper bien, mais en fait le chatbot pose des questions par rapport à un événement, en l'occurrence ici un mariage, et ensuite aiguille l'utilisateur vers un type de, j'imagine, de parfum. Si vous voulez en savoir plus sur Uperia, on a Antoine et Pierre qui sont présents ici et qui vous attendront dans le showroom juste après et qui pourront répondre à vos questions liées à ce produit. Donc les Anglais ils disent « shell in, shell out », je ne me permettrai pas de traduire ça en français, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que l'IA se base sur des données et donc si vos données en entrée elles ne sont pas bonnes, en fait la sortie sera erronée également. Donc si on imagine dans le contexte d'Uperia un chatbot qui ingère des mauvaises données, il ne risque pas de conseiller les bons produits à votre utilisateur. Donc toujours se rappeler que la véracité des propos et des données fournies par une IA dépend de la qualité des données qui sont en entrée. Alors maintenant, je voudrais juste qu'on essaye de... Donc là, on a constaté des outils qui sont déjà en place. Moi, j'aimerais bien maintenant qu'on essaye de prendre un peu de recul et de se projeter sur les outils qui pourront être les outils de demain. Donc Stéphane le disait en début de présentation, ChatGPT, il y a un an, énorme raz-de-marée, de nombreux outils aujourd'hui ont vu le jour. On voit des utilisations de plus en plus incroyables de l'IA. On voit même des combinaisons d'IA aujourd'hui. À l'époque, on générait des images, ensuite on a généré des fichiers audio, et puis maintenant on génère de la vidéo avec de l'audio par-dessus. Et c'est ce que propose notamment Synthesia. Vous choisissez votre personnage, vous choisissez la voix, vous choisissez même l'intonation, la tonalité, et vous choisissez également ce que le personnage dit, et ça vous permet de mettre en place des avatars de vente aujourd'hui. Je vais vous montrer, je crois que j'ai une petite démonstration. Hey, I'm Alex, and here's a quick Synthesia product demo. To begin, choose from a wide variety of fully customizable video templates. Then, select your preferred AI avatar. Now, type in text in over 120 languages. And choose a narration style or local accent. Next, start editing your video. Easily change colors to match your brand identity and upload your logo or other brand assets that you can reuse for future videos. Voilà, on va couper court la vidéo, vous avez compris l'intérêt de ce produit-là. Si on se projette un petit peu plus loin, aujourd'hui, la génération de cet avatar de vente, elle est manuelle. Donc je vais sélectionner moi-même qui va parler, ce que la personne va dire. Mais dans 1 an, 2 ans, 10 ans, peu importe, quand un de vos prospects cliquera sur un lien de démonstration de votre produit, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer en fait un avatar qui réponde à la place d'un vrai commercial et qui soit là pour préqualifier en fait le prospect? Et cet avatar, il serait généré en fonction des données présentes sur Internet de votre prospect. Donc je pourrais avoir un avatar qui soit complètement adapté et qui réponde exactement aux attentes de la personne qui a demandé cette démonstration, c'est-à-dire la couleur de peau. On sait tous que du coup ça peut avoir un impact sur la perception de la personne. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Toutes ces données en fait pourront être paramétrées automatiquement par une IA qui viendrait analyser le comportement de vos prospects et proposerait le meilleur commercial dans ce cas de figure, celui qui garantira le meilleur taux de conversion possible. Alors plus de problèmes d'agenda surchargé, plus de problèmes de commerciaux qui pètent un câble parce que je me pointe au col et puis il n'y a personne qui arrive en face. Là au final c'est une IA qui s'occuperait de ce travail-là. Mais ce que ça permettrait c'est que si on utilisait un avatar de vente comme ceci généré à la volée pour faire de la préqualification, en fait ça permettrait de ne fournir à des commerciaux qualifiés qui ont connaissance du produit que des profils, que des prospects qui sont prêts à échanger. Et donc ça nourrirait les journées de vos équipes commerciales d'interactions qui sont positives et augmenterait la qualité du travail de vos équipes et a fortiori du coup le taux de conversion de vos équipes commerciales. Donc en parlant de communication, du coup je vais passer la main à Maxime de chez Aircall parce que qui de mieux que lui pour vous parler de communication. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci à tous.
Merci à vous. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à Emicat et merci à la Maison de l'Intelligence Artificielle pour ce petit moment voilà, avec vous. Alors nous, on n'est pas encore dans l'avatar de vente, donc je vous rassure, nous on sera plutôt sur le complément justement du commercial et de l'agent de support. Avant de commencer, j'aimerais juste savoir parmi vous, voilà, si votre entreprise utilise actuellement la téléphonie dans son cycle de vente, est-ce que vous pouvez lever la main et voir? Ouais. Ah ouais, pas tant que ça en fait. Écoutez, ok, bon. Je suis quand même ravi de voir que je ne suis pas venu pour rien. Merci d'avoir joué le jeu. Je me présente rapidement, moi c'est Maxime. Je suis responsable des partenariats chez Aircall. Et lors des 10 prochaines minutes, l'idée c'est de vous montrer en tout cas comment nous, on tire parti en tout cas de l'intelligence artificielle pour améliorer la satisfaction de nos clients et la performance de ces derniers. Juste avant de commencer, une petite vidéo très rapide pour vous montrer ce qu'on fait. Focaliser sur l'essentiel de la conversation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'idée. Du coup, Aircall, c'est une plateforme de communication, donc c'est de la téléphonie, du SMS, mais aussi du transcript, on verra juste après. C'est une boîte française, comme son nom ne l'indique pas, qui a plusieurs bureaux dans le monde et on adresse actuellement plus de 200 000 utilisateurs grâce à 700 collaborateurs très, très talentueux. Une des missions d'Aircall, c'est justement de révolutionner l'utilisation de la voix dans la vente. C'est le sujet aujourd'hui. Et en effet, il y a de quoi faire. Voilà. Alors, à votre avis, quel est le taux de conversion d'un appel à froid? 0, 2, 1. Vous êtes très fort. C'est exactement ça. En effet, donc du coup, c'est 1% avec cette technique de call ou d'appel à froid. En fait, pour faire évoluer la vente, nous, chez Aircall, on a décidé du coup de faire évoluer évidemment aussi la technologie et donc la téléphonie. Donc aujourd'hui, on parle plus de smart calling. L'atout majeur du smart calling, c'est d'enrichir le CRM par exemple, puisqu'on parle de vente, avec les données de la voix, les données du transcript aussi. Et inversement, c'est faire levier aussi des données qui sont dans le CRM pour du coup faire levier lors de votre appel pour atteindre justement la conversion. Les entreprises d'ailleurs qui utilisent du smart calling voient de meilleurs résultats et on est autour de 20 points. Voilà, donc ça améliore significativement en tout cas ce résultat-là. Et d'ailleurs, cette révolution-là dans la méthodologie s'inscrit plus profondément dans une révolution industrielle sur la téléphonie. Depuis 1876 avec les débuts de la téléphonie analogique, un siècle après, on a eu les premiers mobiles pour usage professionnel, le passage à la transmission numérique et au smartphone personnel, jusqu'à des entreprises comme la nôtre qui font de la téléphonie cloud, donc complètement dématérialisée. Il y a juste besoin d'avoir Internet et une application, et aussi intégrée par API. On va pouvoir se connecter à tous les outils qu'on a autour de nous. Et, comme disait Stéphane, 2023, avec la téléphonie du coup qui ingère et digère l'intelligence artificielle, on verra juste après ce que ça va faire. De quasiment 100 ans sur les premiers, vous voyez, entre les deux premières périodes, là vous voyez que tous les 10 ans, la révolution est en marche et le secteur évolue de plus en plus vite. L'enjeu majeur pour toute l'industrie, c'est répondre d'abord à l'amélioration des services clients en fournissant des réponses à des problèmes simples, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme on le disait. Il y a des chatbots qu'on va pouvoir créer de nous-mêmes. Et ça tendra évidemment à la satisfaction des clients. Deuxième enjeu pour nous, c'est l'optimisation des réseaux. C'est la prévention des pannes, c'est la gestion dynamique du trafic, l'optimisation des performances du réseau qui va permettre de délivrer une qualité de service qui soit plus importante pour les utilisateurs. On a aussi la reconnaissance vocale et la transcription qui va permettre de
traduire en mots sur plusieurs langues du coup un échange vocal et du coup va permettre la traçabilité et le suivi des demandes de ses prospects ou de son support client. Tout ça aussi a amélioré l'expérience client. L'analyse des comportements des utilisateurs, mais aussi la personnalisation des services va permettre aussi la croissance du chiffre d'affaires, sans oublier évidemment l'efficacité et la productivité des équipes. C'est-à-dire qu'on va automatiser des tâches répétitives, analyser des appels et pouvoir pousser l'amélioration continue aussi des équipes. Et un peu plus tard, ça se sera prévu pour dans quelques mois, l'analyse émotionnelle. Tout ça pour réduire aussi les coûts pour l'entreprise. Donc, tout ça, aujourd'hui, permettra d'améliorer du coup la satisfaction de nos clients et leur performance. Et nous, chez Aircall, on se focalise d'abord sur ces 3 derniers, et en même temps c'est un talk sur la vente, donc c'est sur ces 3 derniers que je vais vous faire un petit focus avec les 3 cas d'usage nous qu'on adresse aujourd'hui avec notre offre d'intelligence artificielle. Grosso modo, les 3 personas qu'on souhaite adresser, c'est direction des ventes, direction du support, du customer experience, mais aussi direction des opérations, qui ont 3 problématiques assez simples qu'on avait du mal à adresser aujourd'hui. C'est de détecter des appels à examiner. Ça, c'était une des premières frictions. Deuxième, c'était d'évaluer rapidement ces appels-là et permettre de coacher les équipes. L'idée du call, c'est évidemment de capturer ce qui est dit à l'intérieur, mais aussi d'améliorer la performance de ses collègues et aussi de libérer leur prise de notes manuelle. Tout ça, du coup, nous, on y répond avec plusieurs fonctionnalités qu'on vient de sortir. Et évidemment, avec plus d'appels analysés, ce sera plus d'opportunités de coaching identifiées pour les équipes. Et sur libérer la prise de parole, la prise de notes manuelle, évidemment, les agents se concentreront sur la discussion. On a 3 features très simples qui sont sorties, qui sont d'abord le résumé d'appel. Alors vous voyez sur la partie en bas à droite, vous aviez l'audio, donc l'échange vocal, le transcript, du coup tout ce qui s'est dit en mots. Et ce que vous voyez à gauche là-bas, c'est le résumé. Alors évidemment, vous voyez en anglais, il y a aussi sur plusieurs langues, y compris le français. Et en fait, le transcript mot à mot que vous voyez à droite sera résumé sur la partie de gauche. Et on aura même sur un call d'1 heure, un résumé de maximum 2-3 paragraphes que vous verrez sur la gauche. Donc fini l'écoute d'heures ou de longues minutes en tout cas de conversation. On se focus directement sur le résumé. On a aussi les mots-clés qui vont apparaître automatiquement et qui vont pouvoir aussi déclencher derrière des workflows dans votre CRM qui vont permettre de résumer encore plus finement cet échange. Et du coup, pour le responsable, par exemple, sales ou service client, on va pouvoir filtrer dans tous les échanges de son équipe des mots-clés qui peuvent être intéressants, s'il y a de la résiliation, s'il y a de l'insatisfaction, etc. On va pouvoir très rapidement filtrer et identifier les sujets qui comptent. Enfin, un des indicateurs aussi qui est important sur la partie sales, c'est le ratio de conversation entre le client et l'agent. Ça, ce sera disponible ici aussi et du coup, ça va nous permettre de savoir combien de fois et pendant combien de temps un agent a échangé avec son prospect ou son client. C'est très important aussi pour derrière pouvoir refiltrer les échanges et identifier les calls importants. Ensuite, chez Aircall, nous, ce qu'on imagine avec l'intelligence artificielle, évidemment, ça va évoluer très rapidement et ce que je vous dis là, peut-être sera remis en question dans quelques mois. Mais là où on veut aller, c'est d'abord une synchronisation de cette intelligence artificielle-là dans le CRM. Nous, l'idée, c'est vraiment de proposer un agent ou un commercial augmenté et on s'appuie sur la machine du CRM et sur les features que je vous ai montré là. Ça va être aussi la recherche de mots-clés. Comme vous faites là maintenant un petit contrôle-F sur un document, on va pouvoir aller rechercher des mots-clés sur plusieurs centaines de conversations, sur plusieurs centaines d'heures d'échanges. Et enfin, ce qui produit toujours son effet waouh, c'est l'analyse des émotions. On va pouvoir capter les dits, donc avec ce que je vous ai montré là, les non-dits, les silences, et aussi si le call a été positif ou négatif. Là aussi pour réorienter en tout cas les superviseurs sur les échanges qui sont importants.
Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez en tout cas en savoir plus et préparer l'avenir des ventes, je serais heureux de vous présenter ce qu'on a dans le ventre, en tout cas sur le pod derrière. Merci à tous. C'est à toi, Julien. Bonjour, je m'appelle Gillian, je travaille chez HubSpot. Je travaille plus précisément sur l'alignement entre les ventes et le marketing. Et je suis venu aujourd'hui avec l'objectif d'essayer de vous donner un petit peu de recul, voilà, modestement, pour voir ensemble comment justement HubSpot a dérivé sa vision de ce recul et notre mission quant à l'expérience client. Et pour prendre du recul, déjà je dois vous poser des questions. J'ai besoin de savoir où vous en êtes. En 1 an, on a vécu plus de bouleversements technologiques qu'en 10 ans. Donc j'imagine qu'il y a plein de nouveaux termes qui sont rentrés dans votre vocabulaire. Par exemple, est-ce que quelqu'un avait entendu parler de NLP avant les derniers 12 mois? Ouais, quand même, un petit peu. Alors on va avancer. Computer Vision aussi, on a des experts, c'est bien. LLM, voilà, quand même, un petit peu. IA générative. Avant les derniers 12 mois? Avant les derniers 12 mois. Il y a un peu de mensonge là dans cette affaire-là. Ah, voilà. IA générative. IA générale. IA générale, ok. Singularité technologique. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après on va aller trop loin dans les concepts. Et moi j'étais comme vous en fait. J'ai eu la chance de bosser avant HubSpot dans une entreprise française avec des ingénieurs brillants qui travaillait sur les logiques de social listening. Donc en gros, le but, c'était capter tout ce qui se publiait sur les réseaux sociaux et le web public pour en tirer de l'information en fait, pour des grands groupes. Et donc eux travaillaient avec du computer vision, donc détecter dans l'image, et du NLP, comprendre ce qu'ils disaient dans le texte. Et ça, c'était ma vision de l'IA jusqu'ici. C'était du machine learning, c'est-à-dire nous, en tant qu'être humain, on pousse dans la machine et donc on peut un peu la contrôler. Et tout ce qui était au-delà pour moi, et comme j'adore la science-fiction, c'était ça quoi. C'était d'un côté, je ne sais pas si vous avez la référence, Superman, le méchant dans Superman, Lex Luthor. Donc Elon Musk. D'ailleurs, j'attends le jour où il va se raser la tête pour que ma prophétie se réalise. Et de l'autre côté, la team Google, Microsoft. Un peu Boston Dynamics, vous avez tous vu ces vidéos là où on a des robots qui sautent, on les imagine très bien sauter sur, sur des chiens dans la rue ou quoi que ce soit. C'est un peu flippant d'ailleurs, ils ont retiré ces vidéos après, ils se sont retirés des fonds aussi. Et donc, finalement, Skynet, vous l'avez la ref? Oui. Terminator. Ah, bravo, il y a des gens qui suivent. Et puis finalement, la réalité, en fait, c'est qu'il s'est passé quelque chose à l'anniversaire d'Elon Musk en 2013. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Elon Musk, à l'époque, était dans je vois DeepMind écrit là-bas, était dans les fonds de DeepMind, cofondateur d'ailleurs, il me semble. Et puis Google, Larry Page, Sergey Brin étaient en train de racheter en fait DeepMind. Et puis, il y a un clash légendaire, en fait, publiquement, invectif d'Elon Musk, mais comment ça, etc. Vous vous rendez pas compte de la puissance de ce que vous êtes en train de mettre en place. Et puis demain, en fait, la machine va dépasser l'être humain, et puis c'est le début de la fin pour nous. Et puis de l'autre côté, Larry Page, je lui dis, mais non, mais en fait, toi, t'es spéciste. Nous, c'est très bien, c'est juste l'évolution qui veut ça. Nous, on est très contents. Donc en fait, je me suis dit, ah oui, finalement, en fait, c'est pas si antagoniste, enfin, si ça l'est antagoniste, mais c'est pas deux méchants, quoi. On a effectivement un paradigme où on se dit, tiens, on va essayer d'augmenter le plus possible la machine pour qu'elle nous remplace potentiellement demain sur des tâches et ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, on a Elon Musk qui est un peu plus conservateur finalement et qui se dit, c'est pas la machine qui va nous remplacer, c'est plutôt l'humain qu'on doit augmenter. D'accord ? D'ailleurs, il y a une interview de Larry Page et Sergey Brin où on leur demande, alors c'est quoi votre objectif? Ils disent, vous connaissez le film 2001, l'Odyssée de l'espace? Avec ce robot HAL hein, qui dirige en fait la navette spatiale et puis en fait il commence à tuer tous les membres de l'équipage. Et dans une interview, Sergey Brin et Larry Page disent comme ça, nous en fait HAL c'est un peu vers là où on a envie d'aller et on y est presque. Sachant que c'est une interview d'octobre 2000. Vous voyez, imaginez, 23 ans plus tard. Il y a plein de projets un peu cachés chez Google, mais ça on va pas en parler aujourd'hui. Donc il y a un peu ce monde, un peu machine contre humain augmenté. Puis il y a ce monsieur. Est-ce que vous avez déjà vu ce monsieur? Ce petit bonhomme. J'imagine que Bernard Maui, ici aussi. Ce monsieur, c'est le CTO d'HubSpot, Dharmesh Shah, le directeur technique. Et lui, il a plutôt été sensible au discours d'Elon Musk.
D'ailleurs, il a été invité une fois chez Elon Musk pour un repas. Et puis, Elon Musk, dans son paradigme, il a cofondé ce qui est aujourd'hui OpenAI, qui a rendu disponible ChatGPT. Et il s'est dit, tiens, ça m'intéresse. Et puis, il a sollicité un call avec Sam Altman, l'autre cofondateur d'OpenAI. Et il est devenu investisseur, d'ailleurs. Alors, on n'a pas la hauteur de son investissement, mais peu importe. Et puis, en 2020, à l'issue de ce call avec Sam Altman lui dit, bah, écoute, je t'ouvre une API. Tu peux travailler pour développer ton app de chat d'IA générative. Donc lui, gros geek, il s'est mis à travailler. Et puis 2020, c'est une année importante. Pourquoi? Parce que c'est la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une redéfinition complète des parcours d'achat. C'est-à-dire que des parcours d'achat dans le B2B, où on était dans la recherche, etc., des points de contact multiples, sont passés en fait très proches du B2C. C'est-à-dire que le pouvoir est repassé du côté du client final, qui fait sa recherche lui-même, grâce aux évolutions technologiques aussi. Donc on se rapproche des logiques du B2C. Et puis bah, en fait, Dharmesh, dans ce contexte, s'est dit, si les parcours d'achat évoluent, si on a de plus en plus de capacités technologiques, c'est notre façon d'établir des connexions avec nos clients qui doit aussi évoluer. D'accord? Et donc, dans les parcours d'achat, alors il y a un petit problème dans l'animation, mais c'est pas grave. On est passé d'une recherche sur Google. D'ailleurs, je ne sais pas si vous investissez toujours sur Google Ads, mais ne le faites pas sur des mots-clés, hein, faites-le sur le nom de votre marque. Parce que maintenant, les gens, en fait, les recherches, ils les font sur les réseaux sociaux. Et Google, c'est juste pour trouver le nom de votre marque et arriver sur votre site web. Ça, c'est la première étape dans le parcours d'achat. Et puis après, on est passé à les animations, ils ont fait comme ça. Bon, bah, j'arrive sur le site web de la solution que j'ai plus ou moins choisi, en tout cas que j'ai envie d'évaluer. Bah, je vais remplir un formulaire. Okay. Et là, on est passé aujourd'hui à non, en fait, moi, j'ai envie de converser directement. J'ai pas envie de redonner mes informations, de cliquer, de draguer, de dropper, d'attendre de recevoir un email pour prendre un rendez-vous avec un commercial. Moi, je veux parler directement avec quelqu'un, en fait. Donc, on est passé un peu d'une ère de la réactivité, en fait, où finalement, on a une requête et puis bah, après, c'est l'entreprise qui doit répondre et ainsi de suite, à une ère où en fait nos clients attendent de la proactivité. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on a la donnée sur eux, ils savent qu'on a les moyens technologiques de répondre et ils n'ont pas envie d'être requalifiés au téléphone en disant bon bah voilà, moi j'ai rempli le formulaire, en fait on a ce besoin-là et ainsi de suite et ainsi de suite. Le but c'est qu'en fait que nous, en tant que professionnels d'un secteur qui vendons des produits ou des services, on soit capable de prendre les devants finalement et d'offrir directement grâce en fait à toute la donnée qu'on a, la donnée qui va être contextualisée dans les outils, dans notre système, grâce à l'intelligence artificielle qui va, peut-être pas encore, mais bientôt pouvoir nous dire tiens, ta prochaine bonne action à faire, c'est celle-ci. Finalement, une fois qu'on retire cette partie technologique, qu'on se concentre sur la proactivité, bah, on en revient toujours à cette question de la connexion. Et effectivement, l'expérience, elle passe d'un truc qui était un peu templaté, où on disait bonjour avec un token qui va dire, il va mettre le nom de l'entreprise, etc., à une expérience qui est complètement personnelle, une vraie conversation. Et ça, c'est notre objectif aujourd'hui chez HubSpot et c'est un peu notre vision. Et on en revient à cette histoire de connexion. Et on a mené une étude auprès de 1700 dirigeants d'entreprise. C'est écrit, hein, 5 fois plus que les autres quand on fait de ces connexions la priorité. Et de maintenir une connexion des interactions cohérentes, c'est 19% de croissance, d'accélération de croissance. Okay, donc nous, notre vision là-dedans, c'est de se dire, si on a envie de connecter vers l'extérieur, il faut déjà que l'intérieur, sous le capot, dans la machine, au sein de l'entreprise, on ait une vraie reconnexion. Donc il faut que la donnée, elle soit déjà disponible à tous les étages. Autant les personnes du marketing que les gens qui sont en vente ou dans l'expérience client, enfin dans le service client, il faut qu'ils aient accès à la même donnée, d'accord ? Parce que c'est en reconnectant, en réinjectant de la valeur en interne qu'on va pouvoir rayonner en externe avec nos prospects et nos clients. Et ça, pour nous, c'est le plus important chez HubSpot. Okay, et d'ailleurs, notre vision dans ce contexte, c'était qu'en 2014, on a fait un pivot. À l'origine, HubSpot, c'était un outil de marketing automation qui aidait pour les questions de SEO, et puis après pour de l'emailing et ainsi de suite. Et puis en 2014, on est devenu un CRM. Tout le monde est à l'aise avec le terme CRM? Customer Relationship Management, un outil où on a toutes nos fiches clients, prospects, etc. Voilà. On est passé du CRM à se dire aujourd'hui, avec les technologies qui sont disponibles, finalement, ce qu'on veut, c'est une plateforme client optimisée par IA. Okay,
Et voilà comment ça se déroule. Alors là, c'est vraiment sous le capot. Je ne vous montre pas l'outil, j'ai mon collègue Lucas qui est là, et puis après, vous pourrez faire des démos sur le pod pour voir un petit peu comment ça se déroule dans l'expérience. L'expérience est hyper importante chez nous, on veut avant tout un outil que les gens aiment. Finalement, c'est d'avoir ce CRM au centre qui va injecter la donnée, la digérer, la structurer. Un CRM aussi très important qui soit personnalisable. Vous travaillez tous dans des industries différentes, vous avez tous des parcours d'achat différents. Et puis après, des logiciels d'engagement en fait. Et d'engagement dans le sens de la connexion. Logiciel de marketing, logiciel de vente, le service, pour héberger votre contenu aussi, votre site web, les opérations, hyper important, sujet de plus en plus important dans les entreprises, et même e-commerce. Voilà, parce qu'on a aussi une petite partie du business sur le B2C. Et puis, au-delà de ça, dans cette plateforme, l'important c'est aussi de pouvoir retrouver les outils comme par exemple Aircall sur notre marketplace. HubSpot, c'est quand même plus de 1400 intégrations. Une académie avec aussi vous aider à monter en compétences. Comme je vous disais encore une fois, c'est cet humain augmenté qu'on essaye de faire. Donc on a formé, on a délivré plus de, je crois, 490 000 certifications sur les métiers du marketing, de la vente, du service, du contenu et ainsi de suite. Et puis un network, une grosse communauté, l'écosystème HubSpot qui démarre par ses 8000 employés, d'accord, qui sont disponibles toujours. Voilà ce que ça donne finalement, une fois qu'on se dit, tiens, on va reconnecter toute l'entreprise et puis on va réinjecter de l'IA à la fois pour digérer la donnée, mais maintenant aussi pour aller au-delà de juste la question de la donnée, mais de dire comment on va vous aider dans vos métiers. J'ai choisi 3 petites features que je voulais vous montrer, mais c'est surtout Lucas qui vous fera une démonstration remarquable, je pense. 3 trucs qui, moi, dans les métiers du marketing, m'ont toujours embêté. On doit rédiger un article de blog. Bon, voilà, on va faire des recherches, on va essayer de compiler, on fait un peu comme si on faisait une petite dissertation. C'est super long, c'est très laborieux. Finalement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle chez HubSpot, c'est un assistant de contenu. C'est-à-dire que vous êtes dans l'outil et puis vous devez rédiger un article de blog pour construire aussi une présence et une visibilité sur le web. Et ben, l'article va être, en tout cas sur les idées et le plan, vous pouvez le générer directement grâce à l'assistant de contenu. D'accord ? Deuxième cas d'usage, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps, il faut être réactif, il faut être proactif, ça demande un planning éditorial et ainsi de suite. On n'a pas toujours les best practices, ça change tous les 6 mois. LinkedIn, il faut mettre 5 emojis, 6 emojis, 3 hashtags, on ne sait plus. Mais c'est vrai. Hein. Voilà. Autre cas d'usage, vous êtes encore une fois dans la plateforme HubSpot et puis vous avez votre stagiaire, votre alternant, ou je ne sais quoi, c'est souvent à ces gens-là qu'on donne la mission des réseaux sociaux. Bon bah écoute, il faut qu'il nous fasse la promo de l'événement MI4 sur les réseaux. Ok. Bon bah votre stagiaire, il va pouvoir facilement générer un post et le planifier et mettre ça dans un calendrier. D'accord ? Troisième cas d'usage, le plus drôle, on en reçoit des milliers, des emails de prospection. D'accord ? Enfin, moi je suis hyper prospecté, je ne sais pas pour vous, mais pareil, vos commerciaux, ils sont là, même vous. Tiens, j'ai besoin de faire un email de présentation. Qu'est-ce que je vends ? Le CRM HubSpot. Puis tiens, j'ai pas peur, je vais directement avec la CEO de Pepsi. Hop, on va tout simplement rédiger un email. On va demander à la machine de rédiger un email et puis après on relie évidemment, puisque c'est bien beau l'intelligence artificielle, mais c'est toujours le regard humain par-dessus qui permet en fait de lui donner aussi de la valeur. D'accord ? Voilà 3 cas d'usage. Et puis, comme je vous disais, nous le but, c'est vraiment de dire, on se reconnecte, on est capable d'offrir de la valeur avant d'essayer d'en extraire, parce qu'on fait quand même du business. Hein. Et puis pour vous prouver qu'on est de bonne foi chez HubSpot, moi j'ai décidé aujourd'hui vous partager un outil qui est gratuit, qui s'appelle ChatSpot. Pour revenir à l'histoire de Dharmesh, qui était en train de travailler sur son app de chat sur l'API d'OpenAI, il a fait ChatSpot, qui est un projet intrapreneurial chez HubSpot, qui est en fait notre chat GPT à nous. À la différence près que vous avez, normalement, ChatGPT, vous arrivez, c'est à vous de trouver les bons prompts. Nous, on a templaté une 50aine de prompts sur les métiers. Prompt, par exemple, je suis directeur commercial, j'ai besoin d'avoir une veille sectorielle et de la recevoir par email tous les lundis. Vous pouvez le faire via ChatSpot. Il y a déjà un template de prompt pour ça. Je suis dans une équipe créa, dans une équipe marketing, j'ai besoin de générer une image. Pareil, vous avez un prompt pour générer l'image. Et ainsi de suite. Et c'est la techno ChatGPT, finalement. Voilà. Voilà, c'était tout pour moi. Je m'appelle Julien, ravi d'avoir présenté. Voilà. Merci. Alors,
autant j'adore parler d'intelligence artificielle, c'est passionnant, et puis c'est marrant parce que tout ce qu'on se dit maintenant, dans 3 mois, ça ne voudra plus rien dire. Mais mon métier, c'est le marketing. Donc si vous avez envie de discuter de marketing, B2B, B2C aussi, ravi de discuter après. Et n'oubliez pas d'aller voir Lucas surtout. Merci beaucoup.